Allez, sur Boursorama, on revient sur cette alerte du FMI, le Fonds monétaire international, qui a décidé de nous faire un petit peu cauchemarder avec un scénario catastrophe en 2 temps pour les 5 prochaines années. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Ils veulent nous saper le moral ou quoi au FMI hein? Ils ont peut-être parlé avec Philippe Béchade, je sais pas, ils sont peut-être parlé, mais ils ont un peu une vision assez similaire. Non, alors tout va pas si mal. Tout va pas si mal. Il y a 2 publications qui sont sorties, c'est les perspectives de l'économie mondiale et le rapport sur la stabilité financière. Et il y a quand même des choses positives. Alors, on commence rapidement par les bonnes nouvelles, ça fait plaisir, et puis comme ça on l'évacue. Il dit qu'aujourd'hui tout va bien. À court terme, en tout cas, tant sur le côté des perspectives économiques que de la stabilité ou des risques financiers, c'est plutôt sous contrôle, c'est plutôt sous maîtrise. Sur les perspectives économiques, il est même plutôt content, plutôt optimiste sur les années à venir. Il a remonté par rapport à avril ses prévisions de croissance mondiale de 0,1 point de pourcentage. Bon, c'est toujours bon à prendre. Ce serait 3,6% attendu cette année, 3,7% l'année prochaine. Pour la zone euro, c'est même des révisions un peu plus nettes, 0,4 points pour cette année à 2,1% et 0,3 pour 2018. Il est aussi assez satisfait du niveau de croissance en Chine. Donc sur les perspectives, ça va. Et puis sur la stabilité financière, il dit que jusque-là, effectivement, on est plutôt pas mal. Donc tout est bien, tout est merveilleux. Alors presque. Presque, parce que voilà, ça serait trop simple. Ce serait trop simple. Donc il dit que pour le moment, le FMI précise que 75% de l'économie mondiale est plutôt concernée par cette reprise. Donc il y a toujours les 25% qui sont un peu en dehors. Bon, ça c'est mineur. Et puis il dit quand même que tous les stigmates de la crise n'ont pas été effacés. Il y a bien sûr cette productivité qui a diminué, ça ressort assez fréquemment. La croissance potentielle aussi. Et puis, ça va ensemble. Voilà. Et ce qu'on voit, ce dont on a discuté aussi très souvent, la baisse du chômage, mais qui ne se traduit pas par des hausses de salaire. Par des hausses de salaire. Pardon, mais on voit aux États-Unis sur le mois de septembre. Ça y est. Alors voilà, peut-être que ça. Accélération. Peut-être que ça arrive. Enfin, en tout cas, voilà les faits qu'il note. Ouais, au-delà de tout ça, il y a quand même la politique monétaire qui peut poser problème, le shadow banking, l'endettement public privé alarmant et des choses quand même. Vous avez lu le rapport, David. Entre les lignes. Ouais, bon alors, c'est ça, c'est exactement. Non, si quand même. Il précise aussi que après la crise, le système financier bancaire sort renforcé. Il y a eu des bonnes mesures de prise, ça il tient à le signaler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même un système qui est peut-être plus prêt à encaisser les chocs. Mais effectivement, c'est pas fracassant, c'est pas des révélations. Il remet dans le contexte, il remet en perspective les risques qui nous pendent au nez. On va commencer, parce que la politique monétaire, effectivement, la politique monétaire accommodante, c'était nécessaire, dit le FMI, donc il ne remet pas ça en cause. Mais ça a entraîné, et là je le cite, précisément un accroissement de la valeur des actifs et de l'effet de levier. En gros, ça a fait monter les actions, ça a aussi encouragé peut-être les gens à s'endetter parce que les taux étaient bas. Et puis il nous prévient, ça a rendu l'ajustement des marchés financiers peut-être moins prévisible que sur les cycles précédents. On a aussi l'occasion d'en parler. Il y a cette phrase qu'on retient dans son introduction analytique, il y a trop d'argent en quête de trop peu d'actifs rentables. C'est ça le fond du problème. Et il y a cet exemple, donc là aussi, je cite le FMI, actuellement, moins de 5% du volume mondial d'actifs à revenus fixes ayant valeur d'investissement génère un rendement supérieur à 4%. C'est parce que le taux baisse aussi. Oui, mais c'était quand même 80% avant la crise. Voilà. Le chiffre est assez révélateur. Bon, pour moi c'est fait. Quoi d'autre? J'ai envie de dire la dette, toujours la dette, encore la dette. Voilà, la dette privée, la dette publique des pays du G20. Là aussi, des statistiques qui sont un petit peu inquiétantes, effrayantes. Les emprunts des États, des entreprises non financières et des ménages contractés auprès à des banques et des marchés, c'est maintenant 135 000 milliards de dollars, 235% du PIB. Dans les pays avancés, le FMI nous dit que l'endettement des ménages par rapport au PIB s'est passé de 35% en 1980 à 65% en 2016. Et puis, il pointe déjà certains pays. Il nous dit que les tensions liées au service de la dette et des niveaux de... Le service de la dette, c'est le remboursement des intérêts. Oui, les intérêts de la dette pour l'État et du secteur privé non financier, donc sont déjà élevés dans quelques pays, et pas des moindres, l'Australie, le Canada, la Chine, la Corée. Et il dit, attention, s'il y a un resserrement des conditions monétaires et financières... Ça pourrait commencer à craquer. Ça pourrait commencer, voilà, exactement. Pardon, Laurent, la Chine, elle est où là-dedans? Ah oui, la Chine. Oui, on n'a pas parlé de la Chine parmi les... non, la Chine, sur niveau de croissance, le FMI est rassuré, au moins à court terme.
Voilà, donc ça, pour le coup, plutôt un bon point. Mais bien sûr, il y a un mais. Il y a un mais, c'est sur le système financier chinois, sur le système bancaire chinois. Il explique que l'ampleur, la complexité, le rythme de croissance de ce système financier laisse entrevoir, je cite, des risques élevés. Là aussi, petit chiffre, les actifs du secteur bancaire ont progressé de 240% du PIB à fin 2012 à 310 actuellement. C'est l'accélération qui fait peur. C'est l'accélération. Et puis bien sûr, le recours au financement à court terme, au financement parallèle, le shadow banking dont on parlait, tout ça, c'est des signaux qui inquiètent un peu nos experts du FMI. Et donc, si on met tout ça dans le grand chaudron de l'économie, on accouche et on y vient, et c'est la conclusion, et c'est là où ouvrez grand vos oreilles, et ben voilà, il y a le scénario catastrophe. Il y a le scénario catastrophe. On continue comme ça, selon le FMI. Alors, dans ce qu'il a modélisé, on pourrait progresser encore d'ici 2020, donc les 3 prochaines années à venir. L'économie mondiale et les marchés suivent un peu la tendance actuelle, donc on continue à croître. Les taux d'intérêt restent bas, les marchés continuent à augmenter, on continue à s'endetter. Et puis voilà, à un moment, les taux remontent, ça fait chuter les marchés de 15%. On a un recul quasiment dans la foulée de 7% à des prix du marché de l'immobilier. Donc des répercussions économiques qui seraient le tiers quasiment, ce qui est quand même considérable de la crise de 2008. Donc on parle quand même de chiffres qui sont impressionnants. Et plus généralisé, et il nous dit même que la production mondiale chuterait de 1,7% en moyenne, avec des effets qui varieraient des pays à l'autre. Alors avec effet domino, donc la normalisation monétaire, ça régresserait aux États-Unis, ça s'arrêterait dans tous les autres pays. Les pays émergents seraient les plus fortement impactés. On aurait un tarissement des flux de 100 milliards de dollars sur 4 trimestres. Les banques, les fonds propres des banques seraient bien sûr... Ah non, mais vous vouliez de la catastrophe, je vous en donne. C'est la FMI qui le dit. Voilà, les fonds propres des banques seraient bien sûr attaqués, enfin seraient affectés, et notamment celles qui sont exposées aux entreprises les plus endettées, aux investisseurs les plus vulnérables. En fait. Est-ce que le FMI donne des conseils, des préconisations pour éviter le pire? Évidemment. Alors, il y a pas mal de choses. Encore, il voudrait, lui, alors qu'on est en train de réfléchir à des réglementations bancaires aux États-Unis, lui, il dit voudrait encore un petit peu plus de réglementation bancaire, encore un peu plus achevé, vraiment. De stress test aussi. Des stress tests, peut-être plus exigeants, peut-être plus poussés. Peut-être exiger aux banques dont on a identifié qu'elles ont des investisseurs, des emprunteurs potentiellement plus vulnérables, de leur demander d'avoir plus de fonds propres. Et il y a aussi ce petit message qui dit qu'il faudrait que les banques centrales normalisent sans heurts, de façon totalement prévisible, ce qu'elles ont commencé à faire. Donc il y a un petit peu un inventaire assez complet comme ça. C'est un vaste programme quand même tout ça. Ouais, c'est un peu des vœux pieux aussi. Enfin, on a il y a bien sûr il y a plein de chiffres intéressants, il y a plein de choses à regarder. J'incite les gens qui nous regardent à aller faire un petit coup d'œil à ce qui se passe, mais tout ne sera pas facilement réalisable. Ouais. Ça plaide en tout cas, ça valide peut-être l'idée que défendent certains économistes, que les banques centrales soient dans l'incapacité finalement à relever leurs taux, parce que finalement, sinon on aboutit à une catastrophe. C'est ça, c'est-à-dire que la dette qui reste comme... Et on le voit dans les minutes de la Fed hier, pardon de revenir sur le sujet, mais dans les minutes de la Fed, on voit bien que la Fed est très divisée et qu'au final, les hausses de taux promises sur 2018 ne seront peut-être pas au rendez-vous. Parce que déjà, c'est les prémices. Oui. Est-ce qu'on appuie sur le bouton et est-ce que le battement d'aile de la Fed déclenche l'ouragan sur les marchés dans l'économie mondiale. Bon, en tout cas, voilà pour ce rapport, donc quand même avec des conclusions quand même assez alarmantes, parce qu'il faut faire attention donc en matière de dette, mais on le savait, mais c'est encore mieux quand c'est le FMI et Laurent Grassin qui le dit, journaliste à Boursorama. Merci Laurent. Merci David. Bye.